bienvenue dans Reste une pellicule, le podcast des timeslips qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on décide ou non de les sauver. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est Les aventures de Philibert, capitaine Puceau. Pour en parler, moi, c'est Manon, et un petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Il n'écrit pas en vers, mais aime beaucoup quand on lui en offre. Ce soir avec nous, c'est Grégoire. Pourquoi ? Il a fallu que ce soit toi. Bonjour, bah oui, forcément. Grégoire, Philibert, en un mot, ça t'évoque quoi ? Fromage. Il se demande encore où est le fromage, parce qu'il adore faire des fondus. Pour nous, ce soir, ce sera Galien. Salut. Galien, Philibert, en un mot ? Collant. Il nous rabâche qu'elles sont jolies, les filles de son pays. Avec nous, ce soir, c'est Eric Macias. Ok. Eric, Philibert, en un mot ? Groin. Le pape lui avait dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Mais lui, Puceau, demande à ses potes s'il est puceau, c'est Cortez. Salut tout le monde. Cortez, Philibert, en un mot. Bourse. Et sinon, vous les gens, c'est quoi votre rapport avec ce film, Grégoire ? Alors, moi, ça fait plusieurs années que tu me tannes pour que je le voie, et je l'avais toujours pas maté parce que la flemme est très forte en moi, et du coup, je l'ai découvert pour le podcast. Très bien. Cortez ? Mes parents l'avaient téléchargé à cette grande époque quand j'étais petit. Du coup, on l'avait découvert et on l'avait bien aimé. Je l'ai jamais revu depuis. Donc, petit film d'enfance oublié en vrai. Eric ? Moi, je l'ai vu quand il est sorti en salle et j'ai beaucoup aimé quand il est sorti en salle et je l'ai revu après il y a de ça 2 mois et mon avis a pas mal changé, mais on en parlera un peu plus tard. Galien ? Et moi, c'est des gens de la troupe qui m'en ont parlé l'an dernier. On m'a donné le nom du film, j'ai commencé à tirer la gueule. J'ai vu la boîte du DVD, j'ai encore plus tiré la gueule. Après, j'ai vu le film et vraiment, j'étais enchanté. Et moi, de mon côté, c'est un film d'enfant. Je l'ai vu en salle quand j'avais 8 ans. Allez, le coup de vieux pour tout le monde. Non, alors surtout, c'est un vrai problème de l'avoir vu à 8 ans. Et j'ai eu une enfance très compliquée, big up Marie. Mais du coup, Philibert, pourquoi est-ce que ça s'est craché ? On va mettre un petit peu de contexte à tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une comédie française sortie en 2011, réalisée par Sylvain Fusé. Qui est Sylvain Fusé ? On ne sait pas, même Wikipédia ne sait pas d'ailleurs. En tout cas, sa carrière n'a pas décollé. Oh. J'allais sortir une connerie. il fallait. Mais par contre, l'écriture de Jean-François Alain, c'est-à-dire le mec de OSS 117, nous laisse bien penser qu'il s'agit d'une comédie absurde et parodique. Parodique d'un genre assez défini, puisqu'il s'agit des films de cap et d'épée, un genre très exploité en France avec des adaptations des Trois Mousquetaires de Dumas, genre environ 70 milliards d'adaptations, le Cyrano de Rostand ou encore les Zorro et compagnie. Celui qui porte le collant, c'est Jérémy Régnier, mais il n'est pas seul, accompagné d'un casting francophone assez large et connu de tous. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que ça s'est craché ? Eh bien, l'approche pastiche, c'est-à-dire le fait d'imiter le style d'un auteur à but honorifique ou parodique, doit être assez travaillée au niveau des codes, mais il semblerait que ça n'ait pas fait l'unanimité auprès des critiques, qui le trouvaient soit trop absurde, soit pas assez travaillé. Le contexte de sortie du film n'a également pas aidé, car oui, en 2011, des comédies grand public, comme Les Tuches ou encore Rien à déclarer, sortent et raflent toutes les mises. Pour comparer, Philibert n'a vendu que 78 000 entrées en France, contre 1,5 million pour Les Tuches et 8 millions plus pour Danny Boone. Oh la vache. Du coup, pour un budget à 7 millions d'euros de production, ça a pas trop marché, quoi. Donc, à l'époque, déjà, la sortie, elle s'est pas faite dans toutes les salles, c'était une sortie assez discrète et personne n'a vraiment entendu parler du film. Tellement personne n'en a entendu parler que le robot YouTube ne censure pas le film à l'heure actuelle et vous pouvez le voir totalement gratuitement. Je tiens à préciser qu'à l'heure où on parle au cinéma, on a des pubs pour Les Tuches en Angleterre. Ouais. Voilà. Film de 2011 et là, ça doit être le combienième ? C'est le 5e. Le 5e. Je crois que c'est le 5e. La saga française ultime, quoi. Avec Qu'est-ce qu'on a fait au mois. Mais d'ailleurs, premier film français de ce podcast. Oui. En vrai. C'est vrai. Voilà. On peut s'applaudir. Bienvenue. Cocorico. Bravo, Cocorico. Ouais, je suis pas assez... Mais bon, voilà, le film est qualifié comme lourd et mal rythmé, avec un petit 2 étoiles spectateurs sur Allociné, c'est pas beaucoup. Et on a également des critiques absolument formidables, comme en témoigne ce magazine Métro, qui sur Allociné a laissé cette phrase: une parodie ratée et horripilante, emmenée par un Jérémy Régnier qui en fait des tonnes avec son collant trop moulant. Fuyez! Moi j'ai pas fui, j'ai regardé le film. Ainsi, même les fans d'humour à la OSS 117 semblent être en désaccord face à ce film. Mais qu'en pense l'équipe de Reste une pellicule ? Alors, c'est pas tout ça, mais décollant, du groin et de bonne galère, Philibert, c'est parti!
Et le film démarre en 1550 sur les côtes de Bretagne et nous retrouvons Philibert dans un village avec plein de petits canards et c'est tout mignon, c'est tout champêtre, c'est tout coloré, qui est en train de réviser un petit peu ses petits pas de danse avec son prof Flaviol. Et il se fait moquer par des membres de sa famille, ses cousins, dans la grange, et il décide donc de se battre avec lui. Donc non seulement on se rend compte que Philibert, il est beau gosse, il sait danser, il sait manier du bâton comme jamais. Après cette petite bagarre avec ses cousins pour montrer que c'est lui qui sait manier du bâton, on retrouve une petite rousse numéro 1. Rousse numéro 1, oseront dire meuf bonne numéro 1 du casting. Alors moi j'ai lancé des compteurs là-dessus, donc j'ai 2 compteurs. Le premier arrive maintenant, qui est le compteur de personnes qui veulent se taper Philibert. Oui. 1. Mais voilà, donc c'est une c'est une paysanne qui a l'air amourachée. Qu'est-ce que j'ai écrit? Elle tombe en pamoison pour rester. Oh la vache. Voilà, elle tombe en pamoison devant la beauté de Philibert et elle essaye de lui faire des avances. En tout cas, en termes d'avance, c'est aussi la façon dont l'avance est faite, c'est-à-dire que la meuf minaude, mais elle minaude, mais littéralement en fait directement en fait, elle ouvre son corsage. Alors deuxième compteur que j'ai mis en place, compteur de meuf à poil. Oui, c'est ça. Elle est pas complètement à poil. Elle ouvre juste son décolleté. Alors on voit un téton, pour moi c'est une meuf à poil. C'est vrai qu'on voit. C'est vraiment le film ne se censure pas à ce niveau-là. C'est un film français. Il a peur de rien. Il ne se censure pas. On voit des gens à moitié à poil. Manon l'a vu à 8 ans. Tout est ok. Cette blague va être très marrante du podcast. Ça va être mi-podcast, mi en fait séance de psy sur ton enfance. Sachez que j'ai appris ce que voulait dire le mot puceau grâce à ce film. Après ce refus de galanterie, il est appelé pour veiller sur le lit de mort de son père, qui va passer sa vie à trépas. Et soudain, révélation. Philibert, c'est la fin. Je dois te révéler un secret. Tu n'es pas fils de producteur d'artichauts. C'est tellement triste. C'est poignant. L'extrait était un poil long, mais wow, les poils, j'ai les poils. Donc voilà, Philibert apprend que, en fait, l'homme avec qui il a grandi, la famille avec qui il a grandi, n'est pas sa vraie famille. Il est en fait comte. Bérandour de Saint-Avoise. Bérandour de Saint-Avoise. Vraiment, les noms, ça va être une galère pour moi. Plus de particules, tu meurs. Clairement. Donc, il apprend les origines de sa famille, que son père a été assassiné par un mystérieux assassin avec une tache en forme de rose sur le cou, et que sa mère est morte en couche. Donc, beaucoup d'infos à digérer en si peu de temps. Il est pas mystérieux l'assassin. Je crois que dès le début on a le nom. Ah, on a le nom? Ouais, le comte d'Artois, il a annoncé. Ah oui, c'est le comte d'Artois. est annoncé dès le début. C'est vrai. Donc, il faut, pour Philibert, se reconstruire, mais surtout se venger de l'assassin de son père. Départ un peu froid. Tout le monde est trop content de le voir partir. C'est fou, enfin, vraiment. Sauf les paysannes qui rêveraient de se faire détrousser par ce dernier. Oh la vache. On est d'accord que ce film ne passe pas du tout le test de Bechdel. Ah ouais, ça, oui. Bah non. C'est un film parodique de KPDP. Oui, c'est vrai. Pourquoi je pose la question? Je pense que voilà. C'est quoi le test de Bechdel? Le test de Bechdel, en gros, c'est une féministe qui s'appelle Bechdel, c'est son nom de famille, mais j'ai oublié son prénom. Et c'est une espèce d'analyse pour, c'est pas l'outil ultime, mais pour essayer de mesurer un peu si un film est un petit peu progressiste dans le traitement des personnages féminins. Et il y a quelques critères, j'en oublie peut-être un ou deux, mais genre, est-ce qu'il y a plusieurs personnages féminins? Est-ce que ces personnages féminins parlent entre eux? Et est-ce que ces personnages féminins parlent entre eux d'autre chose que d'un homme? Et est-ce qu'ils sont nommés? Critères, voilà, est-ce qu'elles ont aussi des prénoms? Voilà. Donc, si ces critères sont réunis, ça veut pas dire pour autant que c'est un film méga féministe. Disons que ça permet au doigt mouillé de se dire, bon, est-ce que les personnages féminins ont un minimum de présence dans le film ou pas, quoi. Ouais, un minimum de personnalité. On a divergé, et il décide de partir. Messire de Saint-Avoise part très loin se venger. Messire de Saint-Avoise part très loin se venger. L'assassin de son père, il s'en va pour chasser. Vivance c'est son courage, grandiose est sa cause. Étriper le vilain, bourguignon à la rose. Oyez, oyez. Que cette chanson, vous allez l'entendre pendant tout le film, puisque c'est effectivement la rengaine de Philibert, c'est même le thème principal du film. Chanson qui va évoluer, qui va se construire petit à petit au fur et à mesure des péripéties de notre ami Philibert. Et donc, après le premier couplet de cette chanson, on voit Philibert débarquer à cheval dans une petite forêt assez sympathique, et il entend un bruit de douleur et de détresse, et il se retrouve avec Manu Payette qui est tombé et qui a bobo
à la jambe. Et en fait non, c'est une embuscade de brigands, mon Dieu. Donc on démarre le deuxième combat du film, qui est un combat d'épée entre le complice de Manu Payette et Philibert, et il le déboîte assez rapidement, donc le méchant part. Et du coup, on a Martin qui a un petit peu peur de se faire buter. Il se met à genoux devant lui, il lui propose de devenir son valet en échange de sa vie. Après un débat sur quel pantalon est le plus ridicule entre le sarouel de Martin et le collant de Philibert, donc il accepte que Martin devienne son valet, et ainsi démarre une superbe bromance, potentiellement une des meilleures du cinéma français bien sûr. Et Philibert lui explique ses plans contre le comte d'Artois, qu'on n'a toujours pas vu jusqu'ici. Et celui-ci nous est introduit la seconde d'après. Qui est le comte d'Artois? Eh bien, c'est un Alexandre Astier tout de noir vêtu dans un château noir et des valets tout en noir. Autre trait de caractère, il n'aime pas les chansons et il le dit très clairement. C'est un peu marrant parce qu'il y a une chanson de tout le film et du coup, il aime pas. Ce qui est très marrant aussi, c'est que Alexandre Astier joue un personnage qui dirige un royaume et qu'il est saoulé par ses valets et autres personnes en dessous de lui. Donc voilà, il explique qu'il aime pas les chansons, sauf que les valets viennent de capturer un troubadour qu'Astier va appeler faiseur de bruit. J'aime beaucoup, donc je vais garder ce terme. Je propose qu'on renomme Cortés comme ça. C'est tellement gratuit. Mais pourquoi? Oui, parce qu'il fait de la musique. Ah oui, d'accord, ok. J'étais Parce que c'est notre troubadour à nous, voyons. On sait qu'il parle fort, mais quand même. Finalement, c'est cohérent. C'était juste une attaque méchante. Non, c'est pas si gratuit, c'est le troubadour de la C'est juste parce troupe. qu'il fait du punk, bon, c'est rien, quoi, là. Vas-y. Enchaînons. Donc du coup, le faiseur de bruit est obligé de lui chanter la rengaine que nous avons entendue juste avant. Et pourquoi il va faire ça? Parce que ça va nous montrer l'avancement du plot, notamment le fait que Philibert est donc maintenant accompagné de Martin, et il découvre que l'homme qu'il a tué il y a des années avait un fils, mon Dieu, et que celui-ci part donc très loin se venger. Il demande à ses valets d'aller le trouver, et pendant ce temps-là, changement de plan, on retourne en forêt. Martin et Philibert mangent un cochon entier, tout droit sorti de la boutique de Barbie, vraiment. C'est vraiment le Ou alors cochon en c'est- plastique qui a l'air absolument pareil, mais de façon volontaire en fait. C'est ça, c'est les accessoiristes du Astérix, mais le premier film. On notera par ailleurs que ce cochon n'est pas un simple cochon, mais du groin, puisque ça va être mentionné 12 502 fois dans le film. Donc ça papote un petit peu, et naturellement la phrase « il me faut me reconstruire » est de nouveau prononcée, un bon running gag du film. Et pendant cette discussion, Martin précise qu'il est un petit peu magicien sur les bords, qu'il a des petites poudres. Philibert se fout un peu de sa gueule. Et là, on a un plan dramatique sur le visage de Manu Payet qui explique à Philibert qu'il faut peut-être se méfier de lui. Fondu en noir et réveil de ce bon vieux Philibert qui se réveille complètement nu. Donc il se retrouve donc seul, perdu, à poil, et heureusement deux jeunes fermières passent par là et viennent vers lui pour essayer de le baiser, plus 2 au compteur. Bref, lui, tant que chaste personne, veut garder sa chasteté du coup. Oui, c'est vrai, parce qu'on voit vraiment qu'il croit beaucoup en Dieu avant de partir pour se venger, donc il veut garder sa virginité. J'ai appris qu'on appelle ça des PAM pour pas avant le mariage. Je rencontrais un jeune homme il y a pas très longtemps qui est un PAM au premier degré, etc. Enfin, curieusement, il est également fan de Benalla, tu vois. Je sais pas à quel point c'est lié. On va enchaîner. Enchaîner. Et du coup, donc les deux jeunes fermières donc essayent de le pécho, viennent se frotter littéralement contre lui, et donc lui qui veut garder sa pureté se recule, se retrouve contre un arbre, trouve une branche, il se dit cool, je vais pouvoir l'utiliser pour me défendre. Donc il essaye de les frapper avec, ce qui n'a pas l'air de plus les choquer que ça. Au contraire, elles ont l'air très très motivées par l'idée au début. Ah ouais, elles sont très kinky, c'est vrai. Oui, ça. elles sont oh oui, vas-y, tape. Je fais, oh putain. Oui, Voilà. bon alors, si elles étaient vraiment kinky, elles auraient bien aimé le coup de branche. Hein. Oui, alors il voilà, frappe le pas truc, si c'est- fort que ça. Comment il se met à... Manon. Tout va bien. Elle a vu ce film à 8 ans. Elle a vu ce film à 8 ans. Elle a Alors, vu ce je film à 8 ans. remplace Léa aujourd'hui pour le podcast. Donc il donne des gigagouts de branches, ce qui les fait fuir. Et grâce à ça, il est un peu fier de son succès. Il se met à genoux et c'est le moment précis que choisit une colombe pour passer et pour se poser sur un épouvantail. Avec une tenue d'épouvantail de base. On retrouve donc notre bon Philibert qui drippe à balle avec sa tenue d'épouvantail et qui continue son voyage quand il tombe sur un combat de 2 épéistes. On reconnaît de suite celui contre lequel il s'était battu avant de rencontrer Manu Payet et un autre épéiste qu'on ne connaît pas, tout vêtu de bleu. On notera également que Martin arrive par derrière
pour donner des bons gros coups de branche à l'épéiste bleue. Et donc Philibert, armé d'une fourche en bois, décide d'attaquer les brigands. Donc il se bat un peu contre Martin. Et Martin le prévient que le brigand arrive par derrière. Et donc grâce à ça, Philibert assomme l'autre brigand et dit mais Martin, pourquoi m'as-tu défendu? Et donc en fait une discussion se lance entre Philibert et Martin. C'est comme ça que se réconcilient les bros. D'abord Ah oui. on se fout sur la gueule, puis ensuite on se fait un gros câlin. Martin a l'air d'être ok pour devenir son compagnon, son valet à nouveau, mais là pour de bon. Et eux, du coup, ils vont aller voir qui est le péiste bleu, du coup, qui est tombé au sol. Et en allant réveiller cette personne, ils découvrent que, oh mon Dieu, c'est une femme. Ce reste le love interest du film. Waouh. Incroyable. Et on va vous répondre que oui, parce que c'est la seule femme nommée du film. Inès. Inès, Lucie, Hobbes, Félicité, Sofiane de Basbourg de la Tour en Pandois. Merci Et vous parlez Galien. d'Inès, vous devez dire tout le nom complet, sinon vous êtes éliminé du podcast. Et donc, il propose à Inès d'être son hôte pour la nuit, pour pas qu'elle dorme seule dans la forêt sans protection. Donc, ils font un feu de camp. Martin cuisine encore son superbe groin. Et pendant le repas, Philibert et Inès se rapprochent en discutant. On découvre qu'elle est comtesse. Ce date Tinder se passe plutôt bien, hein, globalement. Franchement, ouais. Et on apprend que du coup, c'est parce qu'elle a perdu autant de frères que Inès a été élevée comme un garçon. Et c'est pour ça qu'elle est très chevaleresque, merci. On découvre également que le père d'Inès se meurt. Il est vieux. Et que c'est exactement pour cette raison que Inès est dans la forêt. C'est parce qu'elle a été envoyée chez le notaire. Mais qu'elle est du coup un peu triste parce qu'elle va bientôt perdre son père. En bon gentleman, Philibert lui propose de la meilleure pièce du groin, qui est évidemment le croupion, qui ressemble vraiment à un très gros anus. C'est dégueulasse. La nuit se passe, et en partant, elle lui fait un gros au revoir à l'ancienne, lui proposant de venir un jour à Nevers rencontrer son père. Martin va donc voir Philibert et lui faire remarquer très subtilement que peut-être que Philibert a le béguin pour elle. Et Martin de lui montrer qu'il avait gardé la broche, et donc ils vont devoir se revoir. Pour le remercier, Philibert lui fait un bisou. Un bisou, c'est super simple. D'abord, il faut porter, votre compagnon et vous, un magnifique collant moulant. Ensuite, mettez-vous face à face, et pour terminer, rapprochez-vous l'un de l'autre en mettant vos bassins en avant. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Pardon. D'un coup, bam, on passe sur un mec qui gueule devant l'écran. Je vous dépeins un peu la scène. On est dans ce cachot. On a ce mec qui se fait torturer visiblement. En fait, pas du tout. Il y a juste le bourreau qui est à côté de lui et qui est en train d'expliquer à Astier quelle nouvelle torture il a imaginé. Et du coup, à chaque fois qu'il prononce une phrase en disant « Et là, je vais découper de là et à là », bah le mec se met à hurler en disant « Non, putain, pas ça !» Ouais, il y a tout un moment où il dit « Donc là, en général, j'écorche de là à de là. » Mais en général, les gens, ils avouent ici. Je trouve ça hyper drôle, le mec est genre trop content de son boulot, tu vois. Du coup, Astier a pas l'air trop content. Il est blasé, il a vu tous ces trucs ces techniques de torture là, et là il a envie de nouveau, de fraîcheur. C'est ça, il dit que la torture, c'est là pas que pour marquer les corps, mais aussi pour instaurer la peur chez la population. Voilà, au cas où c'était pas clair, c'est le méchant. Dans la scène suivante, on va voir un de ces SS. Donc c'est ces espèces de personnages qui sont son espèce de garde rapprochée, ils sont tout en noir, masqués, et donc du coup, on a un de ces SS qui se ramène dans la salle de torture et qui amène devant Astier un mec. Il se trouve que c'est l'ancien compagnon de Martin qui va leur révéler au fait la position de Philibert. Et on retourne ensuite sur Philibert et Martin qui sont maintenant dans une auberge en train de prendre un repas. Donc Philibert va commander une chambre à l'aubergiste qui va lui proposer assez directement de dormir dans sa chambre à elle. Donc tu peux Alors, plus 1 au compteur Voilà. des meufs qui veulent se taper Philibert. Oui, c'est la servante de l'auberge en fait. Voilà. C'est ça. Derrière eux, écoute, en cachette, un des membres de l'escadron noir d'Astier. À ce moment-là, justement, Philibert donne la suite de son plan, qui est Pas de chance. d'aller buter Astier, du coup. Le comte d'Artois, parce que ça va Le faire comte trop d'Artois, bizarre. le comte d'Artois. Ça va faire trop bizarre. Le hate account de Astier sur les réseaux. Ce garde rapporte donc la nouvelle au comte d'Artois. On change de plan, on est au château. Bien heureux d'apprendre cette nouvelle, pendant que du coup le garde continue de se gratter nerveusement sous son masque. Et là, qu'est-ce qu'il a celui-là à se gratter, putain. Bah c'est très Kaamelott ça, Ouais. pour le coup. Du coup, le garde va lui expliquer qu'en fait, il fait une allergie au cuir de son masque. Il va même jusqu'à enlever son masque. Chose qui est L'effroi. interdite. Mais qu'est-ce qui te prend d'enlever ton masque? Remets-le immédiatement. C'est une ligne. Vous êtes en noir. Tout est en noir ici. Le noir c'est digne, le noir c'est sombre, le noir ça fait peur. Le noir, ça fout là. Trouille. Pour la peine, il l'envoie donc aux galères. Les autres SS expliquent donc à Astier que Philibert cherche Astier pour le tuer. Et là, il va répondre « Il me cherche,
Mais qu'attend-on pour leur donner l'adresse? On retourne donc sur Philibert et Martin qui sont cette fois-ci dans leur chambre d'auberge. Quelqu'un va toquer à la porte. C'est la serveuse de l'auberge de tout à l'heure qui vient lui apporter une lettre, celle qu'a renvoyée Astier. Elle lui porte la lettre et à ce moment-là, oups, son corsage se défait. +1 au compteur de meuf à poil. Lui, il s'en rend même pas compte. De toute façon, il a la lettre dans les mains, il se retourne vers Martin et il lui lit la lettre. Dans la lettre, il y a l'adresse du comte d'Artois Et donc on arrive au lendemain. Philibert et Martin connaissent maintenant l'adresse du comte d'Artois, qui est donc grâce à la lettre au château de Charmerande, j'ai noté. Waouh. Et donc à cheval, ils arrivent au château, cataclope. Ils s'introduisent dans le château discrètement puisqu'ils sont dans le repère du méchant. Quand d'un seul coup, ils entendent des ronflements. Et ils entrent dans la pièce principale du château où ils trouvent un homme, un vieil homme, un très vieil homme en réalité, qui est en train de dormir sur son fauteuil près de la cheminée. Et donc là, Philibert l'interpelle, comte d'Artois, puis il l'interpelle plus fort, comte d'Artois, le mec dort toujours, et il finit par hurler, comte d'Artois, et là enfin, le vieil homme se réveille enfin, il fait, oui! Et vraiment, c'est le mec super vieux, avec la main qui tremble de vieillesse. Ah bah, il sucre les fraises, hein. Exactement. Et donc là, Philibert se présente, je suis Philibert, il y a 20 ans, vous avez assassiné mon père, j'exige réparation, et là, il dégaine son épée. Le vieil homme, en le voyant faire, commence à enfin tout petit peu se réveiller, il tousse, et il dit, une seconde, je vous prie, et là, super difficilement, il se lève de son fauteuil, il va récupérer son épée qui était posée à côté de lui, il va lever son épée en disant, en garde, et en fait, il fait un pas, et il s'embroche littéralement sur l'épée de Philibert. Et donc, Et c'est la fin du combat. donc ouais, c'est Combat dantesque. voilà, exactement. Le mec a fait un pas, il s'est fait embrocher, et c'est la fin du combat. Et donc Philibert dit, ah, j'ai vengé mon père, j'ai vengé le meurtrier de mon père. Et donc il est tellement heureux qu'il tombe à genoux. Il commence par parler à son père en disant, ah, père, je vous ai vengé. Ensuite, merci Seigneur, merci mon Dieu, grâce à vous, j'ai écouté votre voix, j'ai pu me venger de mon père, etc. Vraiment, tout va bien. C'est l'une des rares scènes où Philibert m'a fait un peu flipper, je cache pas. Enfin, vraiment, il a l'air vraiment d'être à posséder. Ah non, mais c'est Vraiment, exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une ferveur quasiment religieuse, ouais. au point que la scène volontairement en fait dure un peu en longueur. Ouais, ça c'est bien fait d'ailleurs. Et t'as Martin qui est à côté, en fait, qui dit c'est tellement long. Et Martin au bout d'un moment lui dit on y va? On peut y aller en fait. Sauf qu'à ce moment-là, qui arrive dans cette salle? Inès arrive dans une superbe robe rouge. Les costumes sont absolument magnifiques, et en c'est vrai. particulier les robes d'Inès. Ouais. Et vrai. donc au début, elle est étonnée de tomber sur Philibert, et Philibert est étonné de voir Inès qui débarque, et ils sont tous les deux, ah, vous ici? Mais simplement, Inès arrive, elle découvre le vieil homme qui est donc mort par terre, et dit, quoi? Mon Dieu, mais mon père est mort! Est-ce qu'on peut préciser que le cadavre cligne des yeux? Oui, je l'avais mis. Pire cadavre du cinéma du coup. Comme c'est un pastiche, c'est comme les scènes volontairement C'est trop accélérées. gros. Oui, c'est pour le trop fond, le gros. bas- Il y a vraiment un moment où t'as un gros plan sur son visage et genre il a les yeux ouverts et il Cligne des yeux. Oui, c'est ça. Mais bon, donc, dans l'histoire, en tout cas, il est mort. Et il y a Inès qui dit, ah, mais que s'est-il passé? Ah, mon père est mort! Monstre! Assassin! Et donc, elle en veut forcément à Philibert de l'avoir tué. Elle récupère l'épée de son père et elle va donner un coup d'épée à Philibert en lui faisant une petite entaille au visage. Et là, Philibert s'explique, il dit, Madame, votre père a assassiné le mien. Je devais me venger. Votre père était coupable et d'ailleurs, je peux le prouver parce qu'il a un tatouage en forme de rose dans son cou comme le meurtrier de mon père. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va déshabiller le haut du torse du cadavre pour pouvoir montrer le tatouage en forme de rose. Sauf que, en fait, il n'y a pas de tatouage. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le comte d'Artois. Mais pourtant, quand il lui a dit le comte d'Artois, il a répondu oui. Oui, et donc Inès explique, en fait, c'était mon père, il était vieux, il était sourd comme un pot. Et donc, quand on lui a parlé en disant, vous êtes comte d'Artois en le menaçant, le mec a juste répondu oui, pour se faire tuer immédiatement. Et donc là, Philibert comprend qu'il a été trompé, que la lettre était mensongère. Et là, d'un seul coup, qui débarque? En fait, c'est Alexandre Astier, alias Clotindre, le comte d'Artois, qui arrive avec ses cartes et qui dit, oh, mon Dieu, mon pauvre cousin a été tué par un assassin. Et Philibert dit non, c'est vous qui m'avez menti et c'est vous le vrai meurtrier de mon père. Et à ce moment-là, Philibert, avec son épée, réussit à faire sauter le col d'Alexandre Astier. Et là, on voit la tache en forme de rose dans son col. Et donc, Alexandre Astier envoie directement tous ses gardes pour enfermer Philibert, qui se retrouve accusé d'avoir assassiné volontairement le père d'Inès. Tous les gardes, sauf un, derrière lequel il se cache.
Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est le couloir parfait, quoi. Exactement. Et donc, c'est une nouvelle scène d'épée qui est super bien foutue entre Philibert qui se bat avec une bonne douzaine de gardes. Simplement, au bout d'un moment, les gardes sont trop nombreux, donc Philibert est acculé en haut d'un escalier. Et là, comme dans beaucoup de films de KPDP, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. En haut d'escalier, il va s'accrocher à un lustre. Depuis le lustre, il se balance jusqu'à une fenêtre et il saute par la fenêtre en laissant du coup Inès et Martin avec le comte d'Artois et les gardes. Alexandre Astier commence par parler à Martin et il lui annonce qu'il va l'envoyer aux galères. On s'ensuit donc à un changement de décor, de temporalité, tout ça. On est un petit peu plus tard et Inès est enfermée dans sa grande tour, telle la princesse qu'elle est, et Astier lui rend une petite visite. Elle n'est pas ravie de sa situation d'enfermement et de captive, mais elle a un petit espoir puisqu'elle allait changer le testament de son père plus tôt dans le film quand elle a rencontré Philibert justement. Sauf que en fait, Astier était méchant et lui aussi avait changé le testament du père d'Inès. Non seulement il va récupérer toute la fortune de son pauvre cousin décédé, mais également dans 40 jours, il va épouser Inès parce que... Pour être précis, il doit épouser Inès pour pouvoir récupérer la thune. Effectivement. Donc voilà, de nouveau, elle n'est pas ravie parce que c'est un assassin, doublé d'un traître. Mais bientôt son rechangement de plan sur Philibert qui donc s'était échappé tout à l'heure et qui cette fois-ci est en train d'escalader la tour dans laquelle Inès se trouve prisonnière de nuit. Cette scène est de nuit d'ailleurs. De nuit, et donc à l'image des premiers niveaux d'Ocarina of Time, il doit monter sans se faire repérer par les gardes qui font des tours très très réguliers. Philibert continue de monter et finit par atteindre la fenêtre d'Inès. Elle voit pas, mais fort heureusement, après plusieurs cris et imitations de groin grâce à un instrument... c'est genre un sifflet mais pour faire un bruit de cochon, genre. C'est un napo à cochon. Un napo à cochon. Ouais. Waouh. Mais je connaissais pas le mot. Un napo, c'est l'instrument pour imiter tel animal. Donc du coup, maintenant que Inès l'a enfin vu, elle est trop contente, oh mon dieu, Philibert, donc il lui explique ce qui s'est réellement passé, sauf que elle sait déjà, et elle l'engueule d'ailleurs, parce que effectivement, expliquer le plan qu'on vient de lui expliquer 10 minutes avant, c'est un peu inutile. Et enfin, après 5 minutes de drague à la fenêtre, ils se font enfin un bisou, le bisou le plus long du cinéma, puisque effectivement, c'est pas très simple d'embrasser quelqu'un avec des barreaux aux fenêtres quand t'es accroché à une tour. Mais on a un très très beau plan sur le boule de Jérémy Régnier, et c'est très sympathique. Mais ils ont tellement galéré qu'il y a même les marques des barreaux sur le visage Ça, c'est très drôle aussi. de Inès, et c'est génial. Exactement. On passe ensuite sur une scène dans la galère où on voit Martin en train de ramer un galérien en somme. Hein. Et là, on apprend qu'il y a un mec qui arrive en tant que volontaire dans la galère. Genre, quoi? Et là, tout le monde se marre du coup, bien sûr. Et là, c'est Philibert qui arrive. Martin dépité. Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars? Martin, il est complètement con. C'est vrai que il commence à en avoir un peu plein le cul, genre il aime bien Philibert, mais quand même c'est relou là. Du coup voilà, Philibert prend place à côté de Martin, qui l'engueule en disant mais vous êtes complètement con, messire, c'est pas possible. Il se fait ferrer, il est là, mais je comprends pas, c'était pas le deal, je suis volontaire en fait, c'est bon. Bien sûr il est un peu con, il avait pas compris qu'on allait. Balek. En gros l'esclavagiste lui dit Balek. La galère reprend la mer et Philibert va donc papoter avec Martin pendant qu'il rame, et là le mec derrière eux va entendre un peu la discussion. En fait, il s'agit du SS qui bossait pour Astier, qui s'est fait envoyer aux galères et donc qui est prêt à tout lui balancer sur un plateau d'argent, toutes les infos qu'il faut pour se venger d'Astier. Et là, on apprend son prénom. On apprend son prénom. En parce fait, qu'il va être un personnage. Il a un vrai important. prénom, mais comme il a la gueule toute boursouflée à cause de son masque qu'il avait jusque-là, il explique non, en fait, c'est des comédons, messire. Et du coup, il l'appelle comédon à partir de là. C'est très rigolo. Je comprends même pas comment une réaction allergique, ça fait des comédons. Si tu gardes le truc en permanence. La chaleur, ouais, si tu le gardes tout le temps avec la chaleur et tout, ça va. J'ai pas compris, je sais pas ce que c'est qu'un comédon. Comédon, c'est un point noir. Du coup, il sera engagé ensuite dans l'équipe de Philibert aux côtés de Martin. Également, le mec qui est juste à côté, qui parle pas trop, qu'on va appeler le Turc. C'est un Turc, c'est tout. Vous voyez le Turc dans Astérix Obélix, c'est lui. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est le même. C'est le même. On revient sur Astier, qui est un peu en train d'enquêter. Donc il est là, ok, il est passé par là, il est tout prêt, on va essayer de le trouver. Et là, un de ses gardes lui dit, pas la peine, messire. Comment ça, pas la peine? Il est amoureux. Oui. et du coup, le mec va lui expliquer le concept d'être amoureux. Et que, à cause de ça, du coup, Philibert et Inès vont vouloir se revoir. Et que du coup, il suffirait d'attendre que Philibert revienne se pointer tout seul au château. Et du coup, il va sortir sa punchline incroyable. D'accord. On ne bouge pas. On laisse venir le chat, mais
on déplace la souris. Puisqu'on a le fromage. Retour à la galère, il fait nuit, l'équipage dort. Philibert, lui, cherche ses bourses dans son slip. C'est bourses de monnaie, bien sûr. Non, pas ses bourses de monnaie, c'est bourses de poudre de magie de Martin. Ah oui, c'est vrai, en plus. Il les sort et il les tend à Martin en disant, Martin, fais de la magie. Martin, mec, t'es con. Je t'ai assommé avec un bout de bois. Tout le monde l'avait compris, sauf toi. Et donc Philibert fait OK, deuxième plan. Il retourne chercher quelque chose dans son slip et il en sort la broche de Inès. Et en la regardant, il se dit que il pourrait tout lui donner. Sa vie, son cœur, sa fleur. Sa fleur. Sa fleur. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend, d'abord Martin, puis le reste de l'équipage, que Philibert est puceau. C'est un peu con quand même, parce que toi, spectateur, quand tu as téléchargé un film qui s'appelle Philibert, Captain Puceau, tu te dis bon, on s'en c'est pas doutait une un peu, relation. quoi. Et puis enfin, ça fait depuis le début du film qu'il y a des meufs qui essayent de lui sauter dessus et qui fait oh non, hein. Tout l'équipage se paye sa gueule, ça réveille même l'Argousin qui du coup se fout également de sa gueule. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Argousin c'est le mec qui fouette les galériens. Je suis allé chercher. Philibert du coup provoque un petit peu l'Argousin histoire de le faire se rapprocher. Martin lui envoie sa poudre, Philibert récupère le fouet, tire, assomme l'Argousin. Finalement, la poudre a été utile. C'est pas de la magie, mais ça marche. Et ça, c'est beau. Grâce à ça, ils récupèrent les clés, ils enlèvent leur chaîne, et ils détachent à peu près tout l'équipage qui l'encense. Merci, qui l'encense Captain Puceau. Et il annonce son plan en ASMR. Et oui, il faut pas se faire repérer, donc il chuchote. C'est presque mignon. Ah, moi, je trouve ça adorable. Oh, ils sont trop pipous. On découvre donc le plan de Philibert. Alors là, vous me connaissez, petit point stratégie parce que le plan est complètement con. Ils attendent le petit matin que le capitaine arrive. Ils l'assomment. Les mecs, il faisait nuit. Il y avait 8 personnes sur le bateau. Ils sont 30. Ils auraient pu attaquer de nuit. Merde. Les voilà libres. Ils scandent à nouveau le nom de leur sauveur, le Capitaine Puceau. Quels sont vos ordres, capitaine? Ouvrez la grande nappe blanche, remontez les ficelles, et on va par là, sur la gauche, là. Voilà, vous avez tous compris qu'il fallait sortir la grande voile et aller à bâbord. Et souquer les artimuses. Merci, je l'avais plus. Pendant ce temps-là, on voit vite fait Inès qui est déménagée dans une autre prison pendant que le comte d'Artois attend de pied ferme Philibert du haut de son grand château. Et petite ellipse d'environ 29 jours, la crinière ce qu'on va appeler ça une crinière maintenant, de Philibert a genre quadruplé de volume, de taille, il a une queue de rat dégueulasse, enfin c'est horrible. Il a une magnifique tenue rouge en collant évidemment. Une tenue Bordeaux, je précise. Oui, c'est très Bordeaux. Le regard qui nous a lancé. Je vous emmerde. Une carriole se déplace avec un coffre, c'est évidemment les hommes du comte d'Artois qui baladent la thune de la dot et récupèrent lors du convoi. Il refoule les gardes qui le gardaient avec un message qui renvoie à Artois, message disant retrouve-moi demain dès l'aube à l'entrée de la forêt pour faire un duel. Le gagnant gardera l'or et l'honneur. De son côté, le comte d'Artois est en train de se faire préparer pour son mariage avec une fraise incroyablement grande. Il lit le papier, qui le menace en duel, et il trouve ça nul, mais Inès aime bien, donc il rage un peu et il annonce. On enfume le terrier et on cueille le renard. Puisqu'on a le fromage. Donc, on retrouve Philibert avec Comédon, le Turc et Martin. Merci Souffleur. Philibert se prépare à son duel contre Astier. Il va donc faire un dernier bisou d'au revoir, un bisou à 3 avec Martin et Comédon. Je trouve cette scène magnifique. Un pur moment de bromance. C'est pour lier leur destin et ils seront liés coûte que couille. Exact. Du coup, on passe à la scène suivante. Philibert, tout seul dans la forêt, attend que Astier arrive. Seul, manque de peau, il avait tous ses gardes avec lui. Oh là là, quel dommage. Du coup, il se fait prendre au piège, évidemment. Et là, Astier, il se rend compte au fait que dans le coffre, tout l'or a été volé par les potes de Philibert. Philibert s'est encore fait trahir. Oh là là. Du coup, on se retrouve juste après dans la scène suivante où Philibert se réveille accroché à une croix de Saint-André, tout nu. Enfin, quasiment tout nu, il a juste un petit pagne qui le couvre. Astier arrive dans la pièce et il lui explique qu'il va le torturer pour savoir où est l'or, du coup, qui a été dérobé. Bon, manque de peau, Philibert en sait rien, mais il explique à quel point il est valeureux, qu'il va résister à la torture et tout. Et là, Astier dit, mais dis-moi, on entend des choses sur toi, il semblerait que tu sois puceau. Pourquoi t'es Puceau, puceau lui?
Poussio, moi, sérieux, vraiment. On me l'avait jamais dit. Demande à mes amis. Et diront si je suis pousse. Ah Je putain. demande à toutes les nanas à qui j'ai dit non, si elles pensent que je suis puceau. Du coup, Astier fait ah bah ça tombe bien. Il se trouve qu'Astier avait sous la main à ce moment-là une jeune fille qui s'appelle Pénélope, dont le père est emprisonné dans ses cachots depuis 15 ans. Et il lui dit, en échange de la libération de ton père, tu le dépucelles. Nouveau point, meuf à poil. Mais je l'ai pas mis dans les points des meufs qui veulent se faire Et oui, Philibert parce qu'elle veut pas se le taper du tout, en elle a fait. pas franchement le Clairement, frein. Elle a pas envie, hein, clairement. Ouais. Très bizarre cette c'est une scène. torture pour les deux personnages et un peu le spectateur aussi, je trouve, perso. Mais Elle est Oui. bizarre cette scène. Elle est un peu cringe, ouais, clairement. et du coup, on voit Philibert, le visage tordu de douleur à mesure que Pénélope s'approche de lui, et pendant ce temps, Astier s'en va. Et genre littéralement, Astier franchit la porte de la pièce pour sortir. 3 secondes plus tard, il y a toute l'équipe de Philibert qui arrive. Et du coup, ils arrivent pour sauver Philibert de cette torture affreuse. Genre, c'est littéralement Martin qui arrive, qui chope le bras de Pénélope, il l'éloigne de 30 cm. Genre, le truc le plus ridicule. Oui, mais on notera qu'à partir de là, Martin est le sauveur personnel de Pénélope. Ouais, ils vont pas se lâcher la main de tout le film à partir de Et c'est ce trop moment-là. mignon. Ouais. Et c'est un peu pipou. Et Philibert demande à Martin si il est encore intact. Je vais lui répondre oui messire, mais vous êtes roide. Philibert est donc maintenant libéré. Ils ont toujours le bourreau en otage. Grâce au bourreau, ils apprennent que en réalité Inès se trouve dans le couvent de la désolation. On passe dans le couvent où il y a Clotilde, autrement dit Astier, qui est en train de marcher dans le cloître avec le garde principal de son escadron noir. Et il se trouve que le garde a un cadeau pour lui. C'est trop mignon. C'est une toute petite tapisserie, qui est super mignonne, qui le représente lui, Astier, avec Inès. Tous les deux, ils sont à cheval sur une licorne. J'ai vu, c'est pas un cheval, il y a une grande corne. Et il y a aussi des petits lapins roses. Et il y a écrit Clotilde et Inès, genre limite avec des cœurs. Et il y a le garde qui dit mes hommes et moi, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, messire. Et en fait, Astier, il le regarde, mais t'es complètement con, en fait. C'est un mariage arrangé. Exactement. Donc là, C'est un mariage quand même. donc ouais, voilà, là c'est vraiment encore une scène pure Kaamelott avec juste Astier qui fait la gueule, ouais. Ouais, Astier qui fait la gueule en mode je suis le chef et mes sous-fifs sont juste tous plus débiles les uns que les autres. Et donc le mariage entre Astier et Inès commence à se mettre en place. Inès et Astier arrivent du coup devant le prêtre qui est là pour les marier, et le prêtre est joué par Christophe Salengro. Salengro, c'est le président dans Groland. D'ailleurs, Groland, ça vient du nom Salengro, je sais pas si vous saviez. Ah purée, tout est lié. Et Mon après. Dieu. Purée. Ok, ça je savais pas trop. Et le prêtre commence à faire le discours de mariage. Simplement, à ce moment-là, il y a Philibert qui arrive avec tous ses potes dans le couvent. Il se bat avec les gardes pour essayer de rejoindre du coup Astier pour empêcher le mariage. Ça se bastonne. Il se rapproche de la porte dans laquelle il y a la paroisse et il y a la messe de mariage qui est débutée. Et juste au moment où le prêtre demande à Inès, et est-ce que vous acceptez de prendre Alexandre Astier en mariage, d'un seul coup Philibert arrive, il pète la fenêtre, il descend et il se fait assommer d'ailleurs par le prêtre immédiatement. En ralenti d'ailleurs parce que vraiment Philibert Ah ouais. voit Dieu et vraiment Ouais, Dieu parce qu'il- l'assomme. il l'assomme avec une croix où il y a Ouais, Jésus, ça, quoi, ouais. avec le bras. Oh, Jésus. Oh. Blah. Heureusement, Philibert pourrait se faire tuer, mais il se trouve que ses potes réussissent juste à ce moment-là à péter la porte de la paroisse. Et donc au moment où les potes de Philibert arrivent dans la paroisse, Astier, avec ses gardes, va de nouveau capturer Inès et ils vont s'enfuir dans un carrosse pour aller en direction du château d'Artois. Et ils sont donc poursuivis par Philibert à cheval qui galope avec ses potes pour essayer de les rejoindre. Malheureusement, la porte du château se ferme juste au moment où Philibert arrive. Heureusement, grâce à Comédon, qui est donc l'ancien garde d'Artois, il existe un autre passage pour entrer dans le château. Ils arrivent dans les sous-sols du château d'Artois. Ils découvrent qu'il y a des dizaines de prisonniers qui ont été enfermés là depuis des dizaines d'années par Astier. Et là, de nouveau, Astier envoie ses gardes pour oxyre Philibert. Et on notera que Pénélope est encore avec eux. Oui, Pénélope fait partie de l'aventure avec le Turc, Comédon, Martin. Voilà, c'est et vraiment- Elle a Philippe. pas lâché la main de Martin depuis. Non, Non. depuis le début. C'est fini. Et même à Et- cheval. à tout jamais. Bah, après, Martin lui a promis qu'on retrouvera son père. Ouais. Prisonnier. Et donc, que fait Astier? Comme c'est un gros lâche, de nouveau, il va envoyer ses gardes pour demander à ses gardes noirs de se battre contre Philibert et sa troupe pour le sauver. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Comédon, qui est donc un ancien garde, va prendre à partie ses anciens collègues en disant « C'est un tyran! Qu'attendez-vous pour vivre vos vies et pour réaliser vos rêves? Toi,
tu veux cultiver un lopin de terre depuis longtemps. Toi, je sais que tu rêves de retaper la chaumière de ton petit papa. Et toi, je sais que tu rêves de prendre des cours de chant. Et toi, je sais que tu rêves d'ouvrir ton échoppe de couture. Il est parti où ton joli rêve? Et là, du coup, les gardes disent, oui, c'est vrai. Alexandre Astier est un connard. Dans le film. Et donc tous les gardes décident finalement de laisser tomber Alexandre Astier, et donc tous les gardes, pour montrer qu'ils laissent tomber Alexandre Astier, vont abandonner leur masque et ils vont lâcher leurs épées, et donc Alexandre Astier enfin se retrouve acculé, c'est-à-dire qu'il est tout seul en face de Philibert et de toute la troupe, et le duel enfin final entre Alexandre Astier et Philibert peut commencer. C'est la confrontation finale. Ça y est, ça va être la vengeance de Philibert. Finale, pardon. Quoi? La lutte finale. Ah putain, j'avais pas entendu, excuse-moi. Ça sort ses épées. Le comte d'Artois, lui, galère un petit peu à sortir son épée. On sent qu'il est rouillé, ou alors il est pas habitué au combat à l'épée. Mais évidemment, comme le personnage est fourbe, en fait, c'était une ruse pour prendre de surprise Philibert, mais en fait, il a l'air aussi à l'aise à l'épée que lui, donc l'enjeu est de taille, c'est-à-dire que là, pour une fois, Philibert a quand même un adversaire à sa hauteur. Ching, 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 ching. En gros, c'est un peu le résumé du truc. C'est très très cool à regarder. C'est pas forcément facile à résumer. Il y a beaucoup de blagues sur le fait que dès qu'on enlève la musique un peu épique et qu'il se balade un petit peu dans les couloirs, ça fait ching ching, et c'est un peu, c'est drôle. C'est assez drôle. Enfin, vraiment, on prend les traits des films de KPDP et puis on les grossit. Ça fait tomber des décors, ça monte dans des escaliers, ça s'envoie des insultes telles que fourbe, félon, perfide, charognard, Canaille. canaille. Et à la fin, Aïe. c'est vrai qu'il dit aïe. Donc en fait beaucoup de blagues visuelles et sonores. Astier commence à perdre un petit peu pied, il commence à être fatigué, acculé, et finalement il décide de prendre Inès en otage. Il manque de la poignarder, mais comme Philibert est évidemment trop fort dans ce film, ça c'est quand même, faut le dire, le mec est un peu cheaté, il arrive quand même à sauver Inès, pas vraiment. Astier, la scène, c'est vraiment, le comte d'Artois balance Inès sur Philibert. Philibert esquive Inès. Il ne la rattrape pas. Il l'esquive. Puis ensuite, il tue le comte d'Artois. Le comte d'Artois meurt. Inès est sauvée. Martin a une go. Bien joué à lui. C'est vraiment pas le truc sur lequel j'aurais misé au début du moi film. non plus. Hein, mais vraiment, finalement, il a Pénélope, et Pénélope a l'air assez amourachée de Martin, donc bien joué. Il y a juste le Turc qui ne sait pas quoi faire, parce que maintenant qu'il est libre, qu'il a toute cette liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben finalement, on va l'envoyer aux galères, et c'est la dernière phrase du film. Il va pouvoir se reconstruire. Il va pouvoir se reconstruire, mais bien sûr, tout le monde s'est remis dans le BTP, en fait. C'est vraiment ça le film. Et surtout, on peut enfin dire au revoir au capitaine Puceau, puisque Inès a l'air d'avoir très très faim. Tout à fait. Effectivement. Et nous terminons le film avec la fameuse chanson Messire de Saint-Avoise, par très loin se venger. Et alors j'aime bien dans le générique, c'est en version moyenâgeuse et en version punk, chantée par Gaspard Proust. Et version longue, bien sûr. Et version longue, bien sûr. C'est et Gaspard Proust qui chante. C'est Gaspard Proust qui le ouais chante. Oui. Ouais, on reconnaît un petit peu sa voix, un petit peu de blasé là, comme ça. Et donc, voilà comment se terminent les aventures de Philibert, Capitaine Puceau. Et voilà les gens, c'était les aventures de Philibert, Capitaine Puceau. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider de si on sauve le film ou non, et on va commencer par un débat ouvert. Eric, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? C'est compliqué. C'est un film que j'ai beaucoup aimé la première fois que j'ai vu et qui m'a beaucoup déçu la deuxième fois. En fait, c'est un film qui essaye de bien faire les choses. Les acteurs sont bons, les costumes sont super beaux, il y a des blagues qui sont réussies. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que tu sens à quel point ils essayent de façon assez mécanique quand même de reprendre ce qui a fait succès d'OSS 117. En gros, on lui a demandé à Jérémy Régnier de faire du Jean Dujardin. Et ça marche seulement à moitié. Et le problème aussi, c'est le positionnement. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'ils jouent tous bien, le réalisateur déjà est pas terrible, mais ça j'y reviendrai plus tard. Mais c'est le positionnement, c'est-à-dire que c'est une parodie des films de KPDP que j'ai pas connu, et je pense que la plupart d'entre nous on les a pas connus. C'est-à-dire que les films de KPDP, généralement ils sont repris soit au premier degré pour faire en sorte que même si on n'y connaisse rien, ça fonctionne. Je pense que là l'été dernier il y a eu Le Comte de Monte Cristo qui a eu un beau succès.
Mais ça nécessitait pas en fait d'avoir tous les codes des vieux films avec Jean Marais ou les trucs Fanfan à la tulipe ou Le Bossu ou des trucs comme ça, des films des années 50, 60. Personnellement, moi c'est des références que j'ai pas. Fanfan à la tulipe, Thierry Lafronde, tout ça. Fanfan la tulipe. Si. Si. Bon, alors celui que j'ai vu, il est plus récent. Ah oui, peut-être. non, tu parles du remake qui a eu lieu oui. dans les années 90, début 2000. Ah, je savais pas que c'était un remake. Ah ok, oui, my si, bad. si, c'est un- Ouais, c'est moi ça. j'avais trouvé marrant. Vraiment, c'est vieux. Ouais. là-dessus. Mais il y a, dans les années 90 déjà, il y avait même Le Bossu qui était refait avec Fabrice Lucchini et Daniel Auteuil. Ouais, Daniel Auteuil moi, qui je avait- trouve excellent. qui était mais en fait ça nécessitait pas de connaître le film original qui était un film des années 50 ou 60 Non, que bien j'ai sûr. absolument pas vu quoi. Mm. Et là le problème c'est que autant dans SS 117 les Austin Powers ça avait marché et tout le monde voit à peu près à quoi ressemblent les vieux James Bond des années 50 60 et donc c'est des références que tout le monde avait au moment où SS 117 est sorti. Là ce truc là comme t'as pas les références, c'est un peu comme je sais pas, t'as un grand-oncle qui te fait des blagues sur des trucs que t'as pas connus. C'est un peu compliqué. Et au-delà de ça, moi, il y a aussi le côté toutes les running jokes qui reviennent où t'en as trop. T'as le groin, les blagues avec la salade de groin qui revient 6 fois de suite. T'as les meufs, bon déjà c'est très beau, fait très gênant, qui à chaque fois se mettent à poil parce qu'elle veut se taper Philibert, et c'est super répétitif, et c'est le côté en fait trop mécanique des blagues, où tu sens que c'est des auteurs entre autres de Groland, et où des trucs qui fonctionnent bien sur un épisode de Groland qui dure 2 minutes, ça va, mais sur un film d'1h30, 1h40, franchement c'est compliqué. Je te rejoins sur pas mal de points où quand on remet le film dans son contexte, tu sens que effectivement il y a une tentative de surfer sur le succès de OSS 117. À ce niveau-là, je trouve que le film marche pas. Si on le met dans ce prisme-là, je trouve qu'il marche pas parce que déjà OSS 117 finalement est plus profond que juste être un simple pastiche, parce qu'il y a quand même des gros tacles sur la France, sur l'antisémitisme dans le pays. Voilà, il y a plein de blagues qui sont maintenant devenues des mèmes, alors que Philibert finalement au niveau des blagues est très premier degré. Il est très dans le pastiche, la théâtralité. Pour moi, il a la même profondeur au niveau des blagues que la parodie de Thierry Lafronde. Oui, Thierry Lafrance. Alors c'est quoi, c'était les Inconnus ou C'est les Inconnus. C'était les Inconnus. Thierry Lafrance. Ouais, voilà. Et ils avaient et il y avait aussi le conte de Partadet ou je sais plus quoi, ou je confonds avec un autre truc. Thierry Lafronde. Et en fait, si vous aimez par contre le sketch de Thierry Lafrance, donc c'est ça. Je pense que tout le monde n'a pas la référence, mais ouais. Voilà, mais si vous connaissez ce sketch et que vous l'aimez bien, ou les liaisons dangereuses, Vlata Mouche Merteuil, je pense que le film va vous plaire. Mais vous attendez pas à la profondeur d'un OSS 117. Par contre, au niveau du visuel, je trouve que les couleurs sont chamarrées, les costumes sont vraiment cool, les décors sont plutôt bien. Alors après, ils ont triché en regardant le générique. Tu vois que ils sont allés en République tchèque parce que la location de tournage est vachement moins chère. Les 3 mousquetaires là en 2 parties qui ont été réalisés il y a pas longtemps ont fait la même chose. On fait ça depuis des années. Ça c'est un peu relou quand même parce que on a des beaux paysages, on a des très beaux biomes en France. Ce serait quand même cool de les voir aussi. Et puis les scènes de combat. En vrai, ça fait quand même plaisir d'avoir juste une caméra, une action et très peu de cuts. Ouais. Vraiment, on sent que les acteurs, ils se sont entraînés, ils ont appris l'escrime, à sauter, à faire leur cascade. Et ça, vraiment, ça fait plaisir de voir un bon film d'aventure. C'est quand même un bon film d'aventure. Très simple, un peu avec un peu de maladresse au niveau de l'écriture. Mais moi, j'étais à fond dedans. Et ça fait plaisir visuellement à regarder. Bah, c'est là le point que j'ai en fait, c'est que ce film, il y a des moments où je savais plus s'il voulait être pastiche ou s'il voulait être film d'aventure. Et c'est le fait qu'il n'arrive pas à se positionner là-dessus qui fait que en fait tu sais plus ce que tu dois regarder. Tu sais plus si c'est un pastiche qui se prend trop au sérieux ou si c'est un film d'aventure qui s'est un peu foiré. Genre... Alors, pour le coup, pour te répondre, je suis pas d'accord. Dans l'idée, c'est pas parce que tu parodies quelque chose que tu dois pas respecter le genre. Et dans l'idée, c'est un genre qui se prête à l'aventure. Donc, il vit une aventure et donc c'est un film d'aventure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'aurait pas dit dès le début que c'était un pastiche, je m'en serais peut-être pas rendu compte. Arrête. Là, façon de jouer. Non, mais Greg. Dans la façon de jouer. Non, je suis désolé. Enfin, il y a vraiment des moments où, encore une fois, il y a certains trucs où ils respectent, enfin, ils se prennent tellement au sérieux dans le truc. Alors c'est peut-être moi qui le capte pas. Hein. Il y a vraiment des moments où il y en a peu, je te l'accorde, mais il y a vraiment des moments où je te dis, mais attends, on en est où dans le truc, quoi. Non, mais dès le début du film, tu n'es pas fils de cultiveur, d'artichaut, machin, là. Enfin, alors, qui se rappelle, j'ai vu beaucoup de films de merde. Il y a peut-être ce point-là. Mais pour épauler un peu son truc, alors ce n'est pas du tout un film de merde, mais moi j'avais eu cette confusion-là avec Princess Bride.
qui est un petit peu dans la même veine, avec KPDP, aventure. Et c'est vrai que le Princess Bride a des côtés très premier degré. Donc du coup, tu sais plus trop si tu dois rire tout le temps ou si tu dois être très investi en fait. Et je pense que ça vient aussi du fait que, comme l'a dit Eric, plus personne n'a de référence de film de KPDP. Sauf moi, Dans- et c'est pour ça que dans moi nos j'aime beaucoup générations, ce en tout film. cas, ouais. Je sais pas, moi, je sais que j'ai vu Fanfan la Tulipe, le remake, Ouais. mais je l'ai vu il y a genre 15 ans, j'en ai franchement aucun souvenir, à part une scène dans le foin qui était un peu chelou parce que j'étais un peu jeune. Toujours Manon, 8 ans, tout ça. Mais en fait, vu qu'il n'y a aucun code du KPDP, en fait, je sais plus si c'est du pastiche ou si c'est du réel, parce que je connais pas les codes, quoi. C'est peut-être là où c'est dommage que le coach soit un peu loupé avec ce film, c'est que pour ceux qui n'ont jamais vu des films de KPDP, ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est En vrai, même s'il y a eu le Comte de Monte Cristo qui a cartonné, je pense que ça va être plus ça la porte d'entrée. Mais moi j'ai grandi avec les Angélique, la saga Angélique avec Michel Mercier et Jean Rochefort qui est incroyable au niveau de l'écriture. Il y avait aussi les films avec Jean Marais et Gérard Philippe. Enfin, c'est mon Un jour, enfance. faut que tu m'expliques comment ça se fait que tu sois aussi jeune et aussi vieux à la fois. Ah, ouais, non mais ça c'est mon grand mystère. Et mais en fait, pour moi, les films de KPDP en France, c'est les westerns américains. C'est-à-dire que c'est notre truc à nous. On sait les faire. Et même Philibert, au niveau de la qualité des KPDP, il est un peu en deçà, mais il reste assez bon. Tu parles des westerns italiens plutôt. Oui, de Sironi en plus. De Sironi. C'est européen du coup les western spaghetti, c'est vrai. Évidemment. Galien, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai l'impression qu'un peu tous les points de vue ont été, enfin, tout ce que j'avais à dire a été un peu dit. Genre, je trouve les costumes magnifiques. Ouais. Je trouve les chorégraphies des bastons et tout, je trouve vraiment incroyable. Mais par contre, j'avoue que pour moi, il y a pas de doute sur le fait que c'est un film pas sérieux. En fait, pour moi, le côté aventure reste toujours un prétexte pour faire des blagues. Je suis d'accord qu'il y a pas de doute, juste qu'il y a des moments où en fait tu sais plus si c'est, j'étais un peu perdu dans le pastiche, plus dans ce sens-là. Mais oui, parce il y a que pas de le pastiche prend vraiment les codes du KPDP et les adapte bien. je les connaissais pas assez. Je pense que c'est mon problème. Je ne connaissais pas ces codes et c'est un univers que j'ai découvert. Parce que justement, tu vois bien qu'il y a même moi sans connaître, je vois bien qu'il y a des combats très chorégraphiés et tout, et qu'à côté, tu vas avoir cette scène là où ils tapent l'épée, tac 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 tac, et puis ils s'en vont. C'est ridicule, tu vois, genre c'est trop drôle. Et tu sens que ils ont quand même bossé des vrais chorés pour faire un truc crédible, quoi. En fait, je pense que l'autre truc, c'est que mon film de référence de pastiche de KPDP, c'est Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, que je n'ai pas encore vu, mais il a l'air bien. qui est pour moi une légende incroyable. Et alors là, le pastiche, t'as aucune question. C'est une parodie, c'est pas un pastiche justement. Ouais. C'est à différence. Alors là, C'est c'est peut-être le problème que j'ai. Je ne vois pas la différence entre pastiche et une parodie. C'est très subtil. Pour moi, la parodie. Alors, si on doit parler, par exemple, film d'espionnage, tu l'as dit tout à l'heure, Eric. Austin Powers, pour moi, est une parodie. J'ai jamais vu Austin Power. Et OSS 117 est un pastiche. C'est pour ça que moi, quand j'étais petit, d'ailleurs, j'avais pas trop aimé OSS 117. Je trouvais que c'était trop C'est trop sérieux. sérieux. C'est trop sérieux, c'est trop subtil. Et c'est quand t'es plus grand que tu comprends, c'est vraiment le jeu d'acteur à la James Bond, où c'est c'est un petit peu les clichés et tout ça, mais c'est les clichés subtils, c'est pas vraiment le gros grand tambour à tout ça. Et pourtant, Philibert n'arrive pas à être subtil, surtout au niveau des femmes. Dans ce cas, je suis désolé, Sacré Robin des Bois, on pourrait le considérer comme un pastiche. Non, c'est une Je l'ai pas parodie. vu, je sais pas. C'est une parodie. C'est clairement une parodie. Honnêtement, Quand tu vois par exemple, il tire une flèche et ça devient une flèche à tête chercheuse qui fait des virages, etc. Ça c'est un truc oui, de ok, parodie. j'entends. Genre vraiment, le pastiche, il vise à être premier degré un petit peu quand même. C'est justement pour Ouais, créer cette confusion-là. Le mur entre les deux pour moi est trop Ah, c'est subtil et du subtil, coup ça me. Ça l'est. Dans celui-ci justement, toutes les scènes où tu les vois en train de manger ce qu'ils appellent du groin, où ils mangent des ouais, trucs pour où moi, c'est clairement de la c'est fait parodie. pour ressembler à des faux accessoires avec de la viande en plastique. Et c'est volontaire, tu vois, au niveau des accessoires. Ouais, là, on brise un peu la frontière entre pastiche et la parodie. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Donc ouais, c'est peut-être plus ça le truc en fait que je voulais dire par je sais plus où est-ce qu'il se met entre effectivement c'est pas un film sérieux, mais en fait j'arrive pas à comprendre dans quelle catégorie le poser, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe devant moi. Mais quoi. c'est ça, en fait, si je comprends bien, pastiche, c'est vraiment, t'as un personnage qui est à l'ouest dans un monde où tout est normal. Genre, OSS 117 qui est complètement teubé, alors que tout autour de lui, lui tend à lui prouver qu'il est con. Et malgré tout, il évolue quand même sans obstacle, quoi. Et en vrai, dans les comparaisons, en plus, tu sens qu'il voulait jouer un peu sur la dualité, parce que le personnage de Jean Dujardin, il a une espèce de dualité. Il est beau gosse comme un James Bond, mais il est con comme un balai. Et là, ce qu'ils ont voulu faire avec Philibert, c'est que il est pieux, il est aventurier, il a de nobles causes, mais c'est quoi son running gag en fait, c'est qu'il est pas intéressé. En fait, il est puceau. Non, mais Philibert, son running gag, c'est qu'il est premier degré, c'est tout. C'est que c'est un héros qui,
Un héron C'est un petit héron. patapon. Non, c'est que c'est un héros qui a un but, c'est se venger, parce que généralement les mecs dans ce genre de film sont omnubilés par leur quête principale, et donc tout le reste n'a pas d'importance. Enfin, je pense que vous regardez beaucoup de films français parce que vraiment c'est quand même. Oui. Ça toi, dépend, je ça sais, dépend lesquels. Il y en a plein de différents. Il y a plein de styles. Parce Ouais, et que, parce plein que de des styles de parodies comédie. françaises vraiment claquées, je sais que j'en ai vu. Ça, enfin, faut pas chercher midi à 14h. C'est vraiment juste un truc avec de l'humour de répétition, des plans trop longs exprès, une réalisation qui le laisse à désirer. Je suis d'accord et je pense que, ouais, sa carrière a pas décollé pour une raison à notre. La seule audace en fait de réalisation, c'est qu'il a repris ce cliché, on en parlait au début, des accélérations de chevaux. Ça, c'était extrêmement répandu dans les années 40-50 pour donner cet effet de fausse vitesse. Ouais. Mais à part ça, la réal, elle a pas trop de saveur. On dirait même à la fin un peu une réal un peu téléfilm M6. Oui, c'est Avec du budget, mais Et pour le coup, j'étais surprise de me Alors. rappeler de la durée du film qui dure à peu près, c'est quoi, c'est 1h35, 40. 1h40. Le film me paraît beaucoup plus long que ça. Ouais. Je pense que dans la réal, il y a aussi le fait qu'ils ont voulu utiliser le même type de plan de caméra qu'à l'époque. Et donc c'est pour ça Oui. que t'as zéro travelling, de trucs comme ça. C'était aussi pour. Et il y a des moments où clairement t'as des maps time painting, autrement dit t'as des fonds qui sont peints. Ouais. Et c'est un choix. Donc en fait, il y a aussi une volonté de bien faire les choses, mais il y a une sorte d'équilibre qui justement se trouve et fonctionne avec une qualité incroyable dans les deux premiers OSS 117. Ouais. Et là, il y a un numéro d'équilibriste qui fonctionne pas tout à fait bien et qui fait que franchement, on sent qu'ils ont tous essayé de faire un truc, Ouais. ils se sont cassés le cul. Et par rapport à plein de comédies françaises paresseuses, que ce soit des Danny Boone ou tous les trucs avec, comment il s'appelle Didier Bourdon, là. Ouais, ou les tuches, ou même Les bronzes. c'est ok, etc. Christian Clavier. Les visiteurs. Christian Clavier, il en a fait des dizaines où c'est toujours le même personnage, c'est Oui, oui. insupportable. Non, mais là, en plus. Là, franchement, il y a plus d'ambition. Enfin, je vois. Il y a vraiment de Oh, c'est l'ambition, ça. c'est de nous faire vivre une aventure. Et en France, putain, ça fait quand même du bien d'avoir un film avec un gros budget qui a envie de te dépayser un petit peu, quoi. Non, mais après, je comprends qu'effectivement, Bon an, mal an. comme Greg, il y a des gens qui étaient confus par ce type d'humour-là, parce que oui, effectivement, c'est pas clair. Après, enfin, moi, pour le coup, je m'attendais à ce qu'autour de la table, ce soit plus ou moins unanime là-dessus. C'est vraiment le type d'humour à la Time Slips. Et, enfin, perso, en fait, j'ai, justement, les films de KPDP, j'en avais pas énormément vu. Enfin, bon, voilà, quelques-uns. Et en fait, c'est ce type de film-là qui a créé mon humour à l'heure actuelle, donc je ne peux que le défendre, parce que tout part de là, pour moi. Mais c'est peut-être parce que on a ce genre d'humour parodique et trucs comme ça que du coup on est plus, du coup on visualise et on analyse plus le truc. Ouais, parce que c'est un humour qu'on aime bien, qu'on a maîtrisé sur scène, etc. Enfin, maîtrisé. Non. En tout C'est cas, un on le grand fait. mot, c'est un grand grand mot. mot. En tout cas, On essaye. du moins on fait de notre mieux. Donc quand on voit des choses de parodie, trucs comme ça, forcément on a tout de suite on a des réflexes. On est en mode ils ont voulu faire ça comme Ouais. ci, comme ça, Moi- et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Moi, ce qui m'a choqué en fait, c'est que ils sont plein de bonnes intentions, mais je trouve qu'il manque un peu un vrai auteur derrière. C'est-à-dire que je sens un peu trop le côté mécanique de OSS 117, ça a marché. On va utiliser le même auteur. On Ah va oui, il essayer a de refaire le surfé, truc. il a clairement surfé. Et un c'est le petit peu côté sur trop cette vague, mécanique. hein. Et voilà, s'il y avait eu un vrai auteur où c'était dès le début son projet et qui voulait plus instiller sa patte, quitte à se distinguer plus d'OSS 117 avec un ton différent, je pense que ça aurait pu mieux marcher. Et là, c'est un peu ce qui a manqué dans celui-là. Et en plus, ils essaient de forcer sur le côté Camelot. Là, enfin, je veux dire, on a quasiment jamais dit le nom Comte d'Artois. C'est vraiment, Non, mais après, on voit Astier en fait. c'est pas, oui. Mais ça, c'est pas grave. Ça, en vrai, Astier, c'est- on le voit toujours en tant qu'Astier, même Ouais. dans Camelot, personne Ouais. le qualifie comme Arthur. Enfin, Bah, en fait, c'est surtout que c'est en plus de Philibert à Camelot, il joue le même personnage. Donc Oui. forcément, ça grossit un peu le truc. Mais pour le coup, moi, ça me dérangeait pas. Là, Ouais, pour le moi coup, je non trouvais. ah oui, non, pour moi, c'était un best-of de je trouvais que ça Star française. Ouais. Enfin, Alors, All-Star française, quand même de seconde zone. Même si on a Astier. Putain, pour l'époque, c'était Ouais, des mais acteurs ouais. très très connus pour l'époque, Cortez. Ouais, c'est vrai qu'on avait Gaspard Plus. mais Manu à part- Payet, il avait fait pas mal Oui. de films sur le moment. Pareil pour Régnier, du coup, qui sortait de Clo-Clo, enfin, qui Non, allait le faire l'année ouais. d'après, mais. Le fait qu'Astier fasse du Astier, moi, Bakri, il a fait du Bakri pendant toute sa carrière. non, bien c'était pas sûr, gênant, quoi. bien sûr. Pas de problème. On n'a pas dit que c'était un problème, juste que pour une fois, en l'occurrence, je trouvais que c'était vraiment bien calé et que ça correspondait bien au personnage. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas forcément le cas. Je pense, par exemple, à Pop Redemption. J'ai pas aimé le film, mais Astier n'a rien à foutre là-dedans, quoi. Vraiment, il est là, tu fais, mais pourquoi vous avez pris Astier pour faire ce rôle? Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est un problème de ton, peut-être un problème de motivation, en fait, tout simplement. Enfin, pas de motivation, mais quand je dis de motivation, pardon, pas de motivation, genre d'être motivé pour faire un truc, mais le but final. Ouais. Où clairement, bah, comme vous le dites, la motivation, c'est de faire un OSS 117, mais en KPDP. Parce que pour surfer sur le truc, et du coup, bah, peut-être Ouais. que ça manque un peu de profondeur sur la réflexion du C'est ça, c'est projet. ce que disait Eric, ça manque d'art.
Ouais. Et Dame, peut-être. Dame, mais pourtant il y a d'excellentes idées. Il y a la mise en scène, ouais, les combats ils sont. Alors j'avoue que le dernier je l'ai trouvé vraiment. Au bout d'un moment j'étais bon, c'est long là quand même. Ouais, Il y a des idées qui sont- c'est le côté où c'est long, ça te fait chier, puis après ça devient tellement long que ça te refait rire, tu vois, c'est un peu ce... Moi c'est pas revenu à ce point-là. Ce genre d'humour, c'est un pari, ça marche selon les personnes. Ah non, moi c'est juste trouvé ça long. Bon, il y a quelques moments où j'ai fait, franchement, quand ils éteignent les lumières au fur et à mesure. Bon, tu vois très bien qu'ils ont été un spot, hein, mais vas-y, c'est drôle. Et même si on est très regardant sur le côté pastiche ou on est là, n'empêche, le film reste quand même bien marrant. Ouais, non, Oui, en voilà, vrai, j'allais vous dire, est-ce que franchement, Non, quand c'est un film où tu te marres forcément tu te devant, marres. à un moment, t'as Oui. forcément une scène qui te fait rire. Non, non, Les costumes, les robes, c'est trop cool. Ouais. tu te marres forcément, mais c'est vrai qu'il y a un truc, je repensais, on parlait tout à l'heure de certains trucs des groins qui faisaient un peu parodie. Les meufs qui se déshabillent en 2-2 devant. Pour moi, c'était un peu too much dans la parodie. Je sais que dans les films de KPDP, tout le monde veut se taper le personnage principal. Bah, Là, Mais c'est ce qui se passe, tous les trucs un peu médiévaux, les Game of Thrones, les machins, t'as des meufs à poil tout le temps, il y a trop Ouais, mais elles meufs sont qui beaucoup, Non, mais moi, ouais, mais ça elles sont me- beaucoup plus travaillées. C'est-à-dire que même Ah oui. parfois, C'est fait de façon beauf, ouais. Alors, Et- c'est un truc que Ouais, c'est moi, ça me gêne moins, Jamais ça me gêne ça, moins. jamais ça serait fait de façon aussi grossière. Quoi. et perso, moi déjà, même dans Game of Thrones, ça me faisait chier qu'il y a tout le temps des gens à poil, hein, perso. Enfin, je l'ai toujours dit, le cul dans Game of Thrones abusé, ça m'a toujours fait chier, alors que j'adore le medieval fantasy. et là pour rebondir en citant la saga Angélique, le personnage d'Angélique couche tout le temps, sauf que quand elle couche, c'est par stratégie pour manipuler et pour arriver à ses fins. Donc en fait le sexe, mais surtout qu'en 64 en plus le film, donc oulala, mais la sensualité, la sexualité a un but et c'est un pouvoir. Là pour Là, le c'est coup, grave. c'est juste une blague. Là, c'est l'esprit Groland. C'est Ou, très Groland. Ouais. Et bon, on n'aime pas. Moi, ça m'a fait marrer une fois, très vite fait. ouais, mais c'est Après, 5 fois, c'est ça le problème. Ouais, c'est Ouais, 5 fois. Eric l'a très bien dit, Groland, ça dépend, souvent c'est très bien quand c'est très court. Sur 1h30, ça fait trop. Non, voilà, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a pas mal de petites scénettes qui auraient pu servir comme une sorte de presque série YouTube. D'ailleurs, Ça on pourra aurait pu noter, être un bail, mais, Il y a un humour très YouTube. Hein. ouais, alors très YouTube des années 2010. Enfin, aujourd'hui, ça, Ah, c'est Bah oui, mais l'humour justement, que j'ai c'est associé vraiment à un YouTube, film. C'est un film de 2010 et je trouve que ça se voit et Ah ça ouais, marque ouais. très très bien l'humour de l'époque et je trouve ça très Et cool. honnêtement, niveau prod et niveau réal, on se rapproche un petit peu des joueurs du grenier quand ils font Oui. quand ils font les passages un peu court-métrage ou fiction. Hein. Et d'ailleurs, rapidement, on parlait des gens à poil, on peut arriver donc au compteur final que il y a 4 meufs qui veulent se faire Philibert et 3 qui sont à poil. Sur 1h30 de film, ça fait une meuf à poil par demi-heure, c'est beaucoup. Et qui est en plus quand même un film grand public. Enfin, Manon l'a vu à 8 ans. honnêtement, à part ce truc-là, le film est grand public. Alors, je crois, Oui, que le film est déconseillé, je crois que le film est déconseillé au moins de 12 ans et si on se base sur- 12, 10. je crois que le film est déconseillé Il y a au un moins de téton. 12 ans. Non, 10. En On France, voit Danny Barr, 10. 12 ans. 10. 12 ans. 10. Tu veux parier? Ok, bon, écoutez, On fera le pari. On fera le pari en Tu en porteras des post-prod. collants. Allez. Mais surtout, si on se base sur ce que j'ai regardé à 8 ans, tu n'es pas sorti de là. Non, mais je veux pas savoir, Manon. Je ne veux vraiment pas savoir. Espèce de détraqué. Je Oui. pense qu'on va prendre ça au fur et à mesure des. Ah, l'évolution du perso. Déjà, Eric, il est encore choqué de l'épisode sur Ludita. Donc... C'est vrai que t'étais là. Lui. Incroyable. Est-ce que c'est à peu près Ouais, bon je pour pense, vous? ouais, je pense qu'on peut faire le vote. Oh, Il y a, non, il y a non, Yann, non. un truc à rajouter, on t'a peu entendu. Bah non, juste ouais, ça fait un film. Enfin, c'est une blague d'1h40, du coup c'est un peu long à regarder seul. Après avec des potes, c'est quand même un truc très très marrant, genre en se marrant bien tous ensemble quoi. Et en mangeant des sandwichs, oui, en lisant des bouquins, bien sûr. Pizza Bebière. Mm. c'est le film Pizza Bebière, c'est le film pour Pizza Bebière. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider de si on sauve le film ou non, et on va faire un petit tour de table en commençant par Eric. Oui, je le sauve parce que quand même, c'est un film plein de bonnes intentions. C'est le premier film C'est le qui premier sauve film de qui l'émission. J'ai un La petit la cœur. la. Bah. Cortez, est-ce que tu sauves le film? Je sauve totalement le film malgré ses petits problèmes. Il a du cœur à l'ouvrage. Il y a vraiment une volonté de bien faire et globalement ça marche. Moi je pense que je le sauve parce que tout est beau dans le film, enfin les décors et tout. C'est mon humour, vraiment c'est trop mon humour, donc ça m'éclate de rire à chaque fois, mais je comprends que ce soit pas l'humour de tout le monde, mais voilà, moi il me correspond parfaitement, donc clairement je le sauve. 100%. Manon, est-ce que tu le sauves? Je pense connaître la réponse. Alors, sans surprise, je sauve le film. Oui, bah voilà, c'est mon bébé. Mais écoute, alors, du coup, moi, en vrai, je me suis bien marré. Il y a vraiment des trucs, j'étais oh putain. Du coup, je ne le sauverai pas pour la forme, pour dire qu'on n'a pas fait un parfait, parce qu'il ne mérite pas un parfait. Oh. Il est drôle, mais il y a des trucs qui, genre, vraiment, je fais, De tous les films qu'on a fait depuis le début, je pense que c'est peut-être celui qui mériterait le plus un Oui, parfait. Ouais.
Et de loin, comparé nah. aux autres. Bah encore une fois, il est drôle, mais il y a vraiment des trucs où j'étais non, ça passe pas. Non, bah, Et je pense que Toi, t'as un cringeomètre, mais tellement à zéro, c'est un alors, truc de fou. sachez que je n'ai jamais fini le premier épisode de The Office. Pour la première saison, c'est pas la plus simple. la Oui, première effectivement. saison, Ah ça oui, va pas dur et aussi. tout repose sur le cringe. Oui, c'est enfin, ça. ouais. Voilà, Sur la donc, première saison, ouais. c'est ça. Et moi, le cringe, effectivement, ça dégage. Hein. Vraiment, ciao. Je ne peux ne pas finir un truc de 5 minutes si au bout d'une minute il y a du cringe. J'ai aucun D'accord. problème là-dessus. Ok. Donc voilà. Mais ben du coup, ça fait 4 contre 1, ce qui veut dire que Philibert mérite au final notre love et on le réanime. Et dans ce podcast, on va terminer par 2 recommandations. En premier lieu, Eric, quelle est ta première recommandation? Alors, ma première recommandation, c'est un film qui s'appelle le Rocky Horror Picture Show. QA. Mais QA! Qu'est-ce que c'est? QA. Alors, si c'est votre premier épisode, sachez que le running gag, c'est qu'à chaque fois, on recommande le film pour lequel on fait l'animation. Fallait pas que t'expliques. Ah, mais si, j'explique quand même. On est bienveillant. Eric n'aime pas le running gag. Donc, pourquoi? Parce que nous faisons partie d'une troupe qui s'appelle les Time Slips, et cette troupe se retrouve tous les samedis soirs dans un petit cinéma de Paris qui s'appelle le studio Galand, afin de faire des animations autour d'un film. Ce film, c'est donc le Rocky Horror Picture Show, qui est une comédie musicale des années 70. Et donc, en même temps que le film est projeté dans la salle, nous faisons une animation, c'est-à-dire qu'on détourne ce qui se passe à l'écran, on monte sur scène, on joue avec les sous-titres, on fait interagir le public, on s'amuse beaucoup, c'est très cool. Regardez le film avant de venir nous voir, ou vous venez découvrir directement le film et l'animation en même temps. C'est donc tous les samedis soirs avec notre troupe, mais également tous les vendredis soirs au même endroit, le studio Galand, avec une autre troupe qui est également très cool, qui s'appelle les Panic Babies. Et donc c'est notre première recommandation. Et pour la seconde recommandation, Cortel, je crois que t'as un autre film à faire démolir la prochaine fois. Effectivement, c'est aussi une comédie musicale avec plein d'animaux très mal faits. Et on essaie de raconter une histoire avec ça. Alors déjà que le matériel de base est compliqué, c'est même une blague dans le domaine de la comédie musicale. Là, j'ai très hâte qu'on en parle dans ce podcast. Je pense que ça va faire mal aux yeux et aux oreilles. Eh ben écoute, c'est super, on va essayer de retrouver de quoi tu parles et on en parlera au prochain épisode. Un podcast qui fait mal aux yeux. Ça te trigger, ça. Vraiment, Oui, ça me fait beaucoup rire. Qu'on puisse regarder des podcasts. Ouais, j'adore ça. Bon merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, un petit commentaire et tout ça, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des gros bisous. Gros bisous! Au revoir tout le monde! Ah, Bisous. Oui, Bisous, des gros bisous, bisous. de gros Des gros bisous. Oh putain, oui. Et vous pensez que c'était fini? Et en fait, non, on va faire un petit truc bonus, évidemment. Alors le but, ça va être de faire un tour de table avec l'idée que vous allez balancer chacun d'entre vous des insultes, mais plutôt version Moyen-Âge, parce que c'est pas drôle sinon. Et les 2 premiers à sécher et à ne pas trouver d'insultes doivent chanter la chanson de Satavoise en entier, bien sûr, Alors, qui commence? comme vous voulez. Allez, je me lance. Mécréant. Margoulin. Gougnafier. Putain, je sais pas, Bachibouzouk, je l'aime beaucoup, mais c'est pas assez Non, médiéval. c'est Capitaine Haddock. Ouais, mais c'est des vieilles expressions qui Ça sont à la base. passe, ça passe. Moi, je donne le Bon, ok, d'accord. Allez, ça passe. Gredin. Canaille. Félon. drôle. Félon. Merde, j'en avais un, je l'ai perdu. Oh non, putain, déconnez pas. Ça fait 2 fois que tu graques. Ouais, bah écoute, merde, vas-y. Bon, Putain, bah, je vais pas chanter, arrête. Allez, Greg est mort, ils n'ont Allez. Bon méchant. Cuistre. Merde, en fait, je savais pas que ça continuait De toute encore. façon, toi, tu voulais chanter, donc. C'est pas faux. Allez, Cortés. Non, c'est pas C'est une pas une insulte, ça, Cortés. Enfin, quoique. Cortés. Quoique. Non, Bien bah, joué, tu passes. bah non, j'ai pas. Bon vous allez terminer l'épisode avec Grégoire Non. et Cortés qui vous chante une superbe chanson. Non. J'en avais noté plein. J'en foutre. Ouais. Malotru. Ça passe. Non, mais t'en avais noté. Eric, Bah il a oui, triché pendant Non, mais attends. Attends, c'est de la triche. C'est triche.
C'est triché. c'est triché, hein. Bah t'avais dit au début, donc moi j'ai réfléchi, Mais on c'est a le toi droit qui de m'avais réfléchir. demandé, vous m'avez Alors, tendu je un laisse piège. ma place à Eric qui a donc triché. Allez, c'est Eric chaud. et Cortez ont donc chanté. Merci beaucoup, Eric. Mais parce qu'on- Mais fallait pas noter. Mais non, mais fallait pas noter, on a tous dit qu'il fallait pas noter. Ou est-ce On a que les paroles on a le droit de s'entraîner ou pas avant? Non. Ah, on va direct là? First try direct. Ok. Attends. One parce shot, que moi, one je veux shot. les paroles aussi. Non. Non, on fait que les deux. Oui, non, je sais. Je suis puni parce que j'ai révélé que t'avais vendu la mèche. Ouais. Mais au Donc final, le on problème chante c'est que tous t'as vendu ensemble, la alors mèche, ça je pense change que j'ai rien. vendu la C'est toi mèche sur qui le m'as fait que t'as forcé, vendu tu la m'as mèche. torturé dans la cave ici, tu crois que je Allez, vous êtes On prêts est parti. Allez, on chante tous, de toute façon. Attention, c'est parti. De Sainte-Avoise part très loin se venger. L'assassin de son père, il s'en va pour chasser. Immense est son courage, grandiose est sa cause. Et Tripé le vilain, bourguignon à la rose. Oyez, oyez. D'un bas breton courteau, il a fait son balai. Sans peur, il perd perd Son son village. de destinée. Il délivre une belle des griffes de malandrin. Et Vie vide d'amour et de fougue. Et de salade de groin. Oyez, oyez. C'est une fin d'enregistrement.